Ces bâtiments blancs et immenses de la cité universitaire construite à Antony dans la banlieue parisienne furent choisis pour accueillir les 1600 jeunes hommes et jeunes femmes venus participer en septembre aux Jeux universitaires de Paris et pour les accueillir dignement comme il sied lorsque la France reçoit. Derrière ces fenêtres, il y a 1200 chambres individuelles agréablement aménagées et 400 appartements pour les couples d'athlètes mariés. Les immeubles, vous le verrez, sont reliés par des passages qui sont comme des passerelles d'amitié jetées entre les étudiants de toutes les origines, et dès les premières heures de leur vie en commun, leur amitié naissante s'éclaire du jour qui entre largement par de grandes baies vitrées. Ces étudiants, ces étudiantes proviennent de tous les horizons du monde. Voici les basketteurs hongrois, puis les tennismen yougoslaves, que suivront les nageurs de Roumanie. Les nations auxquelles ils appartiennent vivent sous des régimes politiques très divers. Et hélas, depuis 8 ans, les différences idéologiques avaient pris le pas sur le sport, à telle enseigne que l'Est et l'Ouest organisaient leurs Jeux universitaires séparément. Or, voici que débarque à Orly la délégation des États-Unis, avec le célèbre sprinter noir Ira Murchison, co-recordman du monde du 100 mètres, 10 secondes 1 dixième. C'est que justement les efforts inlassables de ceux qui mènent le sport universitaire français ont permis cette fois-ci d'oublier les querelles politiques, et Paris peut s'enorgueillir de recevoir au nom du sport et pour la plus grande gloire du sport les délégations de 30 pays. Voici nos amis de Belgique, à l'écusson frappé du lion royal, d'autres encore que nous reverrons au fil des images. Des autocars spéciaux et spacieux frétés par les organisateurs vont mener tous nos hôtes vers la cité d'Antony. J'imagine que pour venir à Paris, ils ont tous emporté dans leur bagage 1000 réminiscences d'histoire ou d'art ou de littérature. Aussi, pour leur faire découvrir la capitale intellectuelle du monde, fera-t-on prendre à ces jeunes étudiants le chemin des écoliers. Sur la place où convergent toutes les routes nationales de France, Notre-Dame, celle des siècles et du roman de Hugo, qui semble ici, chose curieuse, se pencher un peu sur son passé. In aeternum in extenso. Le carrousel, ses perspectives à la française, ses parterres, ses rendez-vous. Puis cap sur Antony pour une dizaine de jours, le temps de se mesurer en athlétisme, natation, water-polo, tennis, volley-ball, basketball et escrime. L'on arrive encore comme l'on est parti par formation nationale, voici les Japonais. Ces valises en cuir de Cordoue annoncent les Espagnols. Les jeunes chasseurs d'autographes se sont déjà choisis des victimes, ainsi les basketteurs bulgares, aux survêtements brodés des 3 lettres cyrilliques NRB. Et dans sa chambre, Yuri Stepanov, recordman du monde du saut en hauteur. 31 août, stade Charléty. Les caméras de la télévision française s'apprêtent à retransmettre au monde la cérémonie inaugurale des Jeux, laquelle débute à 21 h. 15 000 personnes sont là qu'enveloppe la douceur de la nuit parisienne, une nuit striée par les éclats des projecteurs et qu'auréole de place en place le halo des lampadaires. Et le défilé des délégations commence, ouvert par le groupe imposant de l'Allemagne fédérale, et que vont suivre par ordre alphabétique les 29 autres nations. Autriche, Belgique, Bermude. Brésil maintenant, avec ses hommes hiératiques, hauts de 2 mètres, en survêtement vert olive au parement jaune d'or. Bulgarie, Chine, Danemark, Équateur, Espagne, États-Unis, et derrière la bannière étoilée, voilà poindre déjà le Union Jack britannique. La Hongrie. L'Irlande, 3 athlètes seulement, mais l'important est de participer. Et les pancartes se suivent les délégations
avec au loin de par-delà le stade, nous parvenant comme tamiser toutes les rumeurs de la grande ville. Les Polonais qui auront un accueil enthousiaste, vive la Pologne bien sûr. L'Union soviétique dont la formation comprend des athlètes formidables. Et marchant en dernier, comme le veulent les règles de la courtoisie et de la bienséance, nos étudiants, nos étudiantes, les initiales des mots office du sport scolaire et universitaire, se détachant en blanc sous le mot France sur le vêtement sombre. Et nous songeons en cette seconde que le mot universitaire a la même étymologie que le mot universel. Et voici que derrière leur drapeau, tous les pays se sont rangés pour la cérémonie du serment. Dans les tribunes, le président de l'Union nationale des étudiants de France en cette année de son cinquantenaire et le ministre représentant le gouvernement. Le temps s'est arrêté, je veux le croire, le vent s'est presque tu. Des rangs de la délégation française, un homme se détache, Ernest Vanco, un étudiant de l'Union française, pour prendre place sur le podium. La nuit est tendre de cette tendresse impérieuse qui réunit parfois les hommes, c'est le serment, nous jurons de concourir en athlètes loyaux, des mots très simples porteurs d'un message, celui de la jeunesse et de la loyauté, des mots que ponctueront comme d'indispensables points d'orgue les souhaits officiels de bienvenue. Comme d'habitude, c'est l'athlétisme qui réunissait le plus grand nombre de concurrents, et ceux-ci purent s'entraîner chaque jour sur divers stades de Paris et de la banlieue, de nombreux clubs leur ayant donné toute facilité. Sur le terrain de l'Institut national des sports, suivons un instant Ramadier, un excellent sauteur à la perche. Les Allemands avaient déplacé une très forte équipe de sprinters avec pour grande étoile Germar, recordman d'Europe du 100 mètres. Nous les voyons ici travailler leur départ à l'aide de starting blocks. Ceux-ci sont constitués essentiellement par deux cales mobiles que l'on fixe sur la piste au moyen de fiches. Ils sont fort maniables, n'abîment pas la cendrée et permettent à l'athlète, juste avant le coup de pistolet, de s'arc-bouter et de se pencher en avant sans risquer de déraper. L'Américain Murchison, qui peu avant les Jeux avait souffert d'une élongation musculaire, prenait bien soin de s'échauffer les muscles avant chaque séance d'entraînement. Puis, entre deux signatures d'autographes, il soignait également ses essais de départ. Et ce, sur le stade même de la cité universitaire. Dans un sprint, voyez-vous, un 20e de seconde perdu au démarrage peut coûter la victoire au meilleur. Ailleurs, vous reconnaissez Vanco qui prêta le serment, s'entraînant ici pour le saut en longueur sous l'œil de l'entraîneur Robert Bobin. Les questions de chaussures jouent un rôle primordial en athlétisme et chacun doit surtout avoir chaussures à son pied. Et tout cet entraînement se passait dans l'atmosphère la plus amicale, les seules barrières qui demeuraient étant les simples haies que les coureurs du 110 mètres fixaient à la hauteur voulue pour se remettre en jambes. Les nageurs ne chômaient pas, eux non plus. Ils venaient chaque matin se retremper aux sources mêmes de leur équilibre et de leur forme. Il n'y a peut-être pas de discipline où l'entraînement soit aussi constamment indispensable qu'en natation. Sport très difficile et qui exige une préparation méticuleuse. Or, ces nageurs, comme d'ailleurs tous les athlètes réunis à Paris, tous des étudiants, venaient d'accomplir une longue année d'études universitaires, avaient passé des examens sévères, entrepris souvent un long voyage pour arriver ici.
Il n'était donc pas question d'entrer sur la piste ou de plonger dans le bassin sans s'être astreint, sous l'œil implacable du chronomètre, à revenir au préalable en forme physique. L'eau malheureusement était fraîche car il faisait à Paris en ce mois de septembre tout à fait frisqueton. La dernière journée tiède avait été celle de la cérémonie d'ouverture, mais la fraîcheur de l'eau n'arrêtait ni nageurs ni nageuses, et voici la version 1957 de la Vénus Anadyomède que chantait Alfred de Musset et qui, sortant de l'onde, secouait les torsades de sa chevelure mouillée. Tout ceci donnait faim. À la cité d'Antony, le restaurant était archi-comble et les cuisines marchaient plein feu. Les menus étaient copieux et grâce à l'effort du gouvernement français, un repas de 5 plats revenait à moins de 100 francs. Le premier jour, chaque délégation s'était tenue à sa propre table, mais dès le deuxième, il n'y eut plus ni table réservée, ni barrière, ni frontière, mais simplement des jeunes qui s'assoyaient et papotaient au gré des sympathies. Mais maintenant, fini les préliminaires. Les Jeux universitaires mondiaux vont commencer. C'est la 4e fois que la France les organise. D'abord l'année de leur création, il y a 23 ans, puis en 1937, 47 et 57. Les mêmes autocars où l'on est parfaitement à l'aise vont emmener les concurrents vers les lieux des premières rencontres. Ceci est le gymnase Huygens à Paris, devant lequel arrivent quelques sportifs du bataillon de Joinville pour admirer dans leurs évolutions les escrimeurs. Pour l'heure, c'est le tournoi féminin au fleuret par équipe, match Allemagne-Hongrie entre une droitière et une gauchère, et à savoir la bavaroise Marchowski, tirant contre la blonde hongroise Kelemen, petit brassard à la manche, et ce, sous l'œil du capitaine des escrimeurs français Boitel, et en présence des officiels internationaux. J'aime voir tirer les dames, elles y apportent une fougue, une grâce puissante, une maîtrise des nerfs insoupçonnés. Kelemen gagnera cet assaut et la Hongrie, ce tournoi par équipe. Christian Doriola, très entouré avec Barabino et Vincent, rappellera dans un instant sous l'œil des escrimeurs japonais, au français Valentin, que le bras arrière doit faire balancier, surtout au moment des attaques enfants. À présent, tournoi individuel messieurs, toujours au fleuret électrique, et où le nombre de concurrents impose 4 assauts simultanés, les escrimeurs tirant sur des tapis faits d'une piste en liège recouverte d'une piste métallique. Match en 5 touches, mais limité à 10 minutes. Valentin à gauche contre le Hongrois Zwickowski, celui-ci mène. Enlève un instant son masque en métal ajouré, puis l'assaut continue, tandis que le jeune maître Cottard, entraîneur national français, se ronge les ongles de passion. Les jambes de Valentin en position inorthodoxe. Sur une attaque en sixte droite, il croit toucher, mais non, ô déception, il a perdu. Et maintenant, Such, Hongrie contre Cavana, Japon. Cavana à gauche, lequel attaque en marchant presque en flèche. Ce Cavana, comme d'ailleurs tous les Japonais, fait une révélation des jeux. Les deux hommes ici ont changé de côté. Such gagnera 5-1, 5-3. Encore qu'il ait tiré, contrairement au règlement, les mollets nus. Ce tournoi individuel sera pour Zwickowski devant Milanesi, Vincent et Such. Le basketball fut l'un des sports majeurs de ces Jeux universitaires par le nombre, la qualité et la variété d'origine des équipes engagées. Nous assistons ici au stade Pierre de Coubertin au match Bulgarie en maillot clair contre la Chine culotte noire. C'est une rencontre de la poule demi-finale. Les Chinois, jouant à gauche et attaquant par conséquent vers la droite, participent pour la première fois à un tournoi en Europe et en sont donc l'une des grandes attractions. Les Chinois possèdent une grande vitesse de déplacement, une excellente cadence de passe et la qualité majeure des basketteurs, l'adresse. La preuve. L'attaque chinoise cherche à placer ses joueurs en position de tir grâce à une série de croisements du type
passe et bloc inverse. La détente, la vivacité et l'art du placement peuvent souvent compenser le manque de taille, preuve qu'il n'y a pas place uniquement pour des géants sur les terrains de basket-ball. À la mi-temps, 34-31 pour les Bulgares. Après quoi, changement de côté, les Chinois désormais jouant à droite et essayant donc de marquer dans le panier de gauche. Mais les Bulgares comptent parmi les tout meilleurs basketteurs du monde, et leur puissance et la solidité de leur défense surtout leur permettent de contenir l'ardeur de l'équipe asiatique. Leur attaque est moins mobile, mais pratique un jeu sûr et efficace, fruit d'une plus grande expérience internationale. Les Chinois, au jeu très collectif, ne négligent pas non plus les occasions de s'infiltrer en dribble, pas toujours couronnées de succès. D'autres Asiatiques, les Coréens, ont inventé, vous le savez, les shots en suspension, pratiqués à présent dans tous les pays, et c'est un tel shot qui va permettre aux Bulgares de conclure le match victorieusement 84-74. Mais dehors, il pleuvait sur la ville, ce qui n'empêchait pas le public de venir passer l'après-midi au stade Charletti, où il était certain d'assister à des compétitions passionnantes et loyales. Le stade Charletti, surpris ici, sinon à son petit lever, du moins en toilette de pluie, se trouve à Paris, boulevard Kellermann. Il est dédié à la mémoire d'un grand universitaire, le recteur Charletti, sous le consulat duquel on entreprit l'aménagement de ce vaste terrain. Et s'il pleuvait ici, les pistes, les tremplins de saut et les aires de lancement pour les concours étaient constamment entretenus et asséchés autant que faire se pouvait. Tandis que ceux-ci se préparent et s'échauffent, 35 concurrents se mesurent au lancer du disque, vous allez voir les 3 meilleurs lancers. Wachowski, Pologne, 49,59 m. Szczeciny de Budapest, 51,57, exactement mesuré. Mais Kompanets, le soviétique, fera mieux encore. 53,38 m, victoire indiscutable par une marge de près de 2 mètres. Après les disco-balls, les demoiselles au javelot. Mademoiselle Braun et l'Allemagne, 51,76. Mais regardez maintenant comment la soviétique Yaounzema fait son arrêt du pied au lâcher du javelot. 52,19, pas si loin du record du monde. Et voici la Roumaine Diti au style peu élégant mais efficace. « 52,38. Elle a gagné, elle est radieuse, et par-dessus sa joie enfile son survêtement, avant de recevoir les congratulations d'un équipier de son pays. Et nous laissons les caméras de la télévision française qui suivent les concours d'athlétisme pour retrouver avec d'autres caméras le tournoi de tennis au stade Roland-Garros. La demi-finale, dont vous verrez un court extrait, oppose le Tchécoslovaque Benda au Français Xavier Perrault-Saucine, qui vient de choisir sa raquette. Le vainqueur de ce match ira se mesurer en finale avec le Hongrois Gulyás, tandis que Benda, au premier plan, et Xavier Perrault-Saucine gagnent leur ligne de service. Il nous faut bien, amis sportifs, être impartiaux. Ces deux jeunes étudiants ne vont pas vous faire assister à du grand tennis, bien que Perrault-Saucine, ici servant, de même que le joueur de Prague, ait l'un et l'autre un assez bon jeu de jambes, et tout au moins au fond du court, d'assez bons coups droits, avec de loin en loin un revers croisé agréable. Dire que ces deux jeunes hommes jouent mal serait par conséquent médire, mais leur académique nonchalance n'arrive pas à me convaincre. Et ma mémoire remonte le fil des années. C'était ici même, il y a un quart de siècle, sur ce célèbre cours central du stade Roland-Garros. Ici venaient les foules, ici 12 000 spectateurs serrés et enthousiastes vibraient aux victoires de Cochet, de Borotra, de Lacoste, de Brugnon, qui nous valurent en des juillets incandescents tant de triomphe. Mais revenons sur terre battue évidemment, en l'occurrence au coup droit de Benda,
tirés le plus souvent le long de la ligne médiane, et qui lui feront battre le Français en 3-7 après l'avoir fait voyager d'un angle à l'autre du cours. En finale, Binda succombera contre Gouliache. Au revoir Roland Garros, venez mes souvenirs car j'ai de quoi vous enrichir encore. À Charletti, pour le saut en hauteur, dans lequel des 30 concurrents qui y étaient inscrits, 3 seulement sont restés qualifiés lorsque la barre a dépassé 2 mètres. Il est vrai que c'est déjà une hauteur respectable et que ne franchit pas qui veut. La preuve. Shelton, États-Unis, s'avoue vaincu à 2 mètres 1. Que passeront 2 Russes? Kashkarov au style puissant et le recordman du monde Stepanov, grand félin blond, lesquels vont donc en découdre à 2 mètres 7. Stepanov, oui. Kashkarov, non. Stepanov est donc déjà vainqueur, mais il demande la barre à 2 mètres 12. 3 essais. Premier. Franchement raté. Suivez dans le deuxième essai sa prise d'élan. 9 foulées uniformes. Blocage de la jambe droite, retrait du tronc et des épaules, bien meilleur, mais la jambe droite a entraîné la barre. Et de nouveau ralenti, troisième essai. Rouleau ventral, c'est oui, 2 mètres 12 par conséquent. Jamais à Paris la barre n'avait été franchie si haut, mais le public a droit à plus encore, et Yuri Stepanov va tenter de battre son propre record du monde, qui est de 2 mètres 16. Indifférent aux contingences, il cherche l'inspiration. Pour un athlète comme pour un artiste, les secondes culminantes passent vite. 2,17 donc. Premier des 3 essais. Appel pris de trop près. Le vent qui soufflait fort est tombé. Quand Stepanov se lève à nouveau pour le deuxième essai, ce sera presque réussi. Buste et jambe droite passent, mais la hanche fait frissonner la barre. Les chaussures de Stepanov sont l'une normale, l'autre à semelle épaisse. Troisième saut. Mais déjà dans la course, vous le sentez, un peu moins de concentration. C'est définitivement non. Les dieux ce soir ne sont pas tout à fait avec ce demi-dieu qui n'en a pas moins réussi l'un des plus beaux exploits des Jeux, toujours sautant avec ses fameuses chaussures dépareillées qui firent, vous le savez, couler depuis tant d'encre. Mais ce n'est pas notre propos. Stepanov, très maître de lui, russe au flegme britannique, malgré sa déception certaine, et qui dira un peu plus tard aux admirateurs, aux intervieweurs, « Je suis satisfait car je sais maintenant qu'en 1958, je passerai 2 mètres 20. » Le record du monde, rappelons-le, lui appartient avec 2,16, ce qui permet tout de même une certaine hauteur de vue. Les éléments font toujours la nique aux hommes, vilain temps. Si le public, lui, n'en a cure, les organisateurs, eux, déguisés en loups de mer, doivent avant toute chose veiller au bon état des installations. Et les athlètes se transforment parfois en champions de la serpillière, tel le russe Ouzepian, qui gagnera tout à l'heure le lancement du poids. Épreuve où Thomas que voici se révélera en légère baisse de forme. Ouzepian donc, lançant la boule de fonte à 16 mètres 20, c'est bon, sans plus d'ailleurs, le record du monde se situant à 3 mètres de plus. Le Français Lasso, 15,89. Il sera 3e derrière le Russe qu'on vient de voir et l'Allemand Kilk, qui lance ici à 15,91. Tandis que Lasso se rhabille, place aux dames pour 100 mètres. C'est la finale. À la corde, c'est-à-dire couloir numéro 1, la Russe et Brune Popova. Au couloir 3, le 3e donc en partant de la droite, Klepkina, russe aussi mais blonde.
Ce sont d'ailleurs les deux favorites contre l'Italienne Leone, courant à l'extérieur. Parti, les deux Russes en tête ensemble, toujours ensemble, à mi-parcours encore ensemble, l'Italienne revient à l'extérieur, mais Krepkina au centre fait son effort et gagne d'un souffle devant Popova, la blonde a battu la brune d'un cheveu. Et voici le 100 mètres pour les messieurs, c'est-à-dire les 6 étudiants les plus rapides du monde, de gauche à droite de l'écran, vont s'arc-bouter au starting block. Yakovbi, Shepansky, le français Caprice, le russe Bertiegne fait les deux favoris, l'allemand Germar et l'américain Murchison, celui-ci par conséquent à la corde. Départ, Caprice est mal parti, Murchison n'a pas pu prendre l'avantage sur Germar, parti plus vite qu'à l'habitude, Germar en tête avec un demi-mètre d'avance, laquelle grandit, et Manfred Germar bat Ira Murchison en 10 secondes 5 dixièmes, il eût fait du 3 sans la pluie. Et de nouveau les dames pour le saut en hauteur. Balog, URSS, un peu contracté, 1,60 m. La polonaise Jóźwiakowska ne les passe même pas. Et voici la roumaine Balázs aux très longues jambes, connue sur tous les stades du monde. « 1,66 m et la victoire. D'ailleurs, elle fut longtemps recordwoman du monde avec 1,75 m, mais le tremplin mouillé de pluie n'était pas propice au record. Dans les prochaines images, l'un des très grands moments des Jeux, le triple saut. Duel entre Riakovski URSS et Battista français, ici sautant 15,20 m. Au style puissant de Battista, Riakovski oppose sa souplesse et un troisième bond étourdissant. 15,70 m. Il reste encore à chacun des deux hommes 2 essais. Riakovski, finesse, blondeur. Charme slave. Chez Battista, avant l'effort, vous voyez les doigts se déliant à la recherche de la décontraction. 1, 2, 3, 15,60, le troisième bond manqua d'aisance. Et Riakovski va repartir. Suivez son troisième bond. Un, 2, 3, le troisième fut très long et 15,75. Dernier essai de Battista, tandis que l'autre exorcise, semble-t-il, son anxiété. « 15,78, bravo, à 2 cm de son propre record de France. Tient-il la première victoire française? Ultime essai du Russe maintenant, mais quelle musique intérieure font résonner en lui ces longs doigts de pianiste? Est-ce concentration? Est-ce désir de se calmer? Un troisième bond très enlevé, superbe, dépassant les 16 mètres, l'élégance russe a battu la puissance française. Et de nouveau basket, les Chinoises en noir et les Françaises en blanc, s'affrontant ici dans une poule de classement de la 5e à la 8e place. L'équipe de France qui attaque vers la gauche est dirigée par Roger Antoine, numéro 9, qui fut notre capitaine aux Jeux Olympiques de Melbourne. Dans la phase qui se dessine, l'ailier français Deville donne par une jolie passe à l'opposé du marquage à son centre Owen qui marque. Mais à la mi-temps, 32-21 pour les Chinois, qui jouent maintenant à droite, attaquent vers la gauche et attaquent fréquemment car leur détente compense leur taille moyenne et leur permet de s'assurer souvent la possession de la balle. Le flottement des défenseurs français est insuffisant et laisse un passage aux dribbleurs chinois qui shootent des marques malgré la faute française que sanctionne justement ce lancer franc. Les Chinois, eux aussi, laissent parfois des ouvertures en défense, ce qui ne les empêche pas de l'emporter par 60 à 50. Les Français finiront 7e du tournoi. Mais les compétitions ne formaient pas tout le programme de nos invités, lesquels eurent droit à des récréations, dont certaines très officielles, comme ici, au ministère de l'Éducation nationale. Pour affronter l'éclat un peu sévère de ces salons, les concurrents des Jeux avaient bien entendu troqué leurs survêtements contre un vêtement plus sûr.
Parmi les personnalités présentes, et dans l'embrasure d'une haute fenêtre, dans une seconde, M. Gaston Roux, directeur général de la jeunesse et des sports. Mais un grand succès n'empêche pas les petits fours, offerts par Raymond Boisset, ancien recordman de France du 400 mètres, et par Jules Ladomègue, ancien recordman du monde du 1500. Julot maintenant, aux côtés d'Éric Battista, qui ne semble pas peiner outre mesure de sa défaite par Jakowski. Et Derechef Charletti pour la finale du 110 mètres haies, où théoriquement, la lutte devrait se circonscrire entre le Bulgare Kaburov et le Yougoslave Petrusic. Mais Lorguer, portant le numéro 480, domine aussitôt, passant les haies dans la foulée. S'il ne tombe pas, il va gagner. Il n'est pas tombé et sa victoire est très facile dans le bon temps de 14,6 dixièmes avec 3 dixièmes d'avance sur Kaburov et Petrusic. Le vainqueur essaye en même temps de reprendre son souffle et de sourire au public. C'est un bel athlète longiligne, à la musculature sèche et assez tendue, mais efficace ô combien. Au stade de Coubertin du volleyball, il s'agit de France-Bulgarie. Voici les Français dans un tournoi où ils ne finiront que 6e, leurs adversaires présents les Bulgares 3e, derrière la Roumanie et la Pologne. Les Français jouent en blanc et les Bulgares en maillot un peu plus foncé. Sur engagement bulgare, la France réceptionne et sur passe directe réussit une belle attaque en deuxième main, reprenant ainsi le service. Sur service fort type tennis, point pour la France. Les Bulgares se reprennent et sur médiocre renvoi français, réussissent un smash. Errard sert à nouveau pour la France et gagne le point. Mais les Bulgares ont demandé un temps mort pour se reposer et parler tactique. Le jeu va reprendre. Beau smash des Français repris d'une manière acrobatique par Cholkov qui en tombe à la renverse. Nouveau temps mort, il peut y en avoir 2 par 7. Score en ce moment-ci 2 manches à rien pour les Bulgares, dont ici 3 joueurs pour gêner la réception française font écran au service. La France perdra la dernière manche 19-17 malgré la belle partie de Courtin, numéro 6, qui vient de marquer un joli point. Mais l'athlétisme continue à Charletti et nous y revenons pour voir les derniers jets au lancer du marteau. Il s'agit d'une boule de 7 kg 257 retenue par un ruban métallique, lançant ici Samotsvetov, un moscovite puissant. 3 virevoltes sur soi-même. Et hop, 58,60 mètres est la victoire, malgré ce jet moyen à 9 mètres au-dessous du record du monde. Maintenant, 6 concurrentes aux 200 mètres dames, chacune dans un couloir et décalée. Dans le virage, plus un couloir est éloigné de la corde, plus sa courbure représente de terrain à couvrir, le décalage compense cette différence. Dans la ligne droite, Itkina de l'université de Leningrad se détache et gagne en 24,6 dixièmes. Elle est d'ailleurs co-détentrice du record du monde. Victoire, vous le voyez, aisée. Un autre grand moment des Jeux, le saut à la perche. L'Américain Wellborn s'apprête ici à passer 4,25 mètres. C'est oui. Mêmes éléments pour le Polonais Ważny, qui passe lui aussi à l'aide d'un beau retournement. Tous leurs adversaires sont largement distancés, eux continuent à 4,30 mètres. Wellborn vient ajuster sa prise de main, puis prévoyant, minutieux, il va égaliser la cendrée pour la peine. 4,30 mètres, je vous le rappelle. Oui, et facilement. Ważny. Eh bien, c'est encore oui. Donc les deux hommes sont toujours ex aequo. Et la barre, tandis que le Polonais semble fort peu impressionné, la barre va être ici à 4,35 mètres, soit à 18 cm seulement du record d'Europe.
20 fois sur la cendrée, égalisez le sable, polissez-le sans cesse et le repolissez. 4,35 m, rappelons-le. Oui, non, oui, non. Wellborn le rate et sera crédité de 4,30 m. Quant à Vajny, il passe, il est champion, mais il est en état de grâce et va tenter 4,40 m pour le plaisir, tandis que la barre donne quelques peines aux officiels qui n'avaient sans doute pas prévu si haut, le record de France étant de 4,36 m. Encore une histoire de sable, mais Vajny lui le tasse pour que la perche prenne bien et ne dérape pas à la seconde où il s'élèvera dans les airs. Vous savez bien qu'un seul grain de sable peut empêcher tant de choses. 4,40 m. Vajny, étudiant en droit à Cracovie, les réussit plus par sa volonté sans doute que par son style. Dernière partie du tournoi de basket. De ce tournoi où la poule finale réunissait Hongrie, Tchécoslovaquie et les deux adversaires du match que vous allez voir, Pologne, aux joueurs vêtus de blanc, et Bulgarie, dont les hommes portent un maillot gris, jouent ici à gauche et attaquent donc vers la droite de l'écran. Le numéro 11, bulgare, amorce un aiguillage pour se placer lui-même en position de shot en protection à mi-distance, mais sans succès. Les Polonais, en blanc, veulent prendre leur temps pour préparer leur attaque vers la gauche. Mais une mauvaise passe donne aux Bulgares une belle occasion de contre-attaquer en longueur et de marquer. Égalisant ainsi, le score à la mi-temps est 33-33. Et en deuxième mi-temps, ce sont les Bulgares en maillot gris qui jouent à droite et attaquent vers la gauche et mènent d'ailleurs maintenant à la marque. Malgré la sûreté de leur jeu, il arrive aux Bulgares aussi de faire de mauvaises passes. Mais leur repli défensif est assez rapide pour empêcher les Polonais de concrétiser leur contre-offensive par un panier. Sur une série de passes polonaises, recherche d'interception trop ambitieuse de la part des Bulgares, et c'est une faute contre eux. Les Polonais marquent un point, mais sont menés 50-45. Une jolie phase maintenant, la préparation d'attaque qui est une coordination collective de mouvements individuels, permettant et facilitant l'action terminale d'un seul. Assez curieusement, les Polonais ont ralenti le rythme. De plus, ils ont tendance à garder la balle trop longtemps. Les Bulgares mènent toujours par 56-53. Une passe polonaise trop molle et l'interception adverse permet une nouvelle contre-attaque réussie. Alors qu'il ne reste plus que quelques minutes à jouer, les Bulgares, par leur défense et leur contre-attaque, ont maintenant 5 points d'avance. La victoire est proche. Aussi commencent-ils désormais à garder la balle. Pour tenter de la reprendre, les défenseurs polonais doivent s'éloigner de leur panneau et leur panier est alors moins bien gardé. Cette tactique éprouve les nerfs des défenseurs, mais aussi ceux des attaquants bulgares qui doivent, sans la moindre erreur, attendre la possibilité de shooter à coup sûr. Un point de plus pour la Bulgarie dont la victoire est acquise par 64-58, malgré le shot désespéré des 15 mètres d'un joueur polonais juste à la fin du temps de jeu. Les accolades de fin de match entre vainqueurs et vaincus sont bien dans l'esprit du sport, tel qu'il devrait toujours être pratiqué. Le sport est un exercice physique. Ce n'est pas autre chose que l'effort dans la joie, et non pas une manifestation exacerbée de chauvinisme national. Bref, ces jeux, et pour reprendre un mot du président Petitjean, furent vraiment ceux de l'amitié du monde, comme l'avait souhaité le comité organisateur. Le directeur général des sports et les personnalités officielles félicitent comme il convient les vainqueurs. Avant que ceux-ci n'entament le tour d'honneur des lauréats, tandis que la foule parisienne les acclame sportivement puisque ce sont bien les meilleurs qui ont gagné. Première Bulgarie, deuxième Hongrie, troisième Pologne, laquelle va entamer son tour d'honneur.
La France, rappelons-le, 7e. Les gagnants sont ravis et font fête à leur entraîneur. À Charletti, le disque féminin. Mademoiselle Boukchani-Hongrie, du style et de la race, mais pas assez de force, peut-être, 43,64. Mademoiselle Hegedus, Allemagne, 3 petits tours et 45 mètres 11. Mais ce n'est pas assez pour inquiéter la sculpturale Beliakova, 1,76 m de taille, l'allure d'une déesse. Et un lancer de 48,83. De quoi provoquer l'admiration unanime et ôter aux hommes l'envie de jamais dire le sexe faible. Mademoiselle Beliakova est étudiante à Moscou. Aux 200 mètres, messieurs, Murchison allait-il prendre sur Germar sa revanche du 100 mètres? 6 hommes, chacun dans un couloir. À l'extérieur, le Français Thiam qui finira 3e. Murchison a pris un départ volant, mais déjà il baisse, il souffre d'une angine. Dès la ligne droite, il n'a plus rien à espérer, tandis que Germar s'est détaché magnifiquement en longue foulée. Il gagne presque de loin, 21 secondes 3 dixièmes, devant le Russe Bertigne 21,7 et Thiam 21,8. Bravo, bravo Germar, en qui nous saluons le meilleur sprinter d'Europe toute catégorie. L'Allemagne tient peut-être en lui le successeur du grand Rudolf Harbig, dès que Germar passera aux distances du sprint long. Pour le javelot, messieurs, voici le Russe Tsibulinko, qui utilisera le javelot type Held, comme ici le Polonais Kapete, dont le nom signifie faire à cheval, ce que ne lui porte bonheur qu'à moitié, puisqu'il sera second avec ce jet de 77,80 m, tandis que Tsibulinko atteint 80,73 m ici, ce qui est une performance de très grande classe. Le soviétique mesure 1,86 m et pèse 100 kg, ce qui explique sans doute que sa prise d'élan ait été un peu lente, mais quel tempérament! Et voici l'un des moments de pointe, le 1500 mètres. 3 tours, 3 quarts de piste, puisque celle-ci est de 400 mètres au tour. 8 hommes dans cette épreuve classique par excellence, la plus spectaculaire de toutes peut-être, qui fit jadis, naguère et récemment, la gloire de Paavo Nurmi, de Ladumeg, de Chataway, de Jungwirth. Aucun de ceux-ci n'est là, bien sûr. Mais dans ce lot de 12 partants, il y a peut-être un futur recordman du monde. Le Yougoslave Murat mène pour l'instant. Mais tous les yeux se fixent sur celui qui est actuellement 2e, le Russe Pipin. Extrêmement confiant dans son sprint final, il croit n'avoir aucun intérêt à écœurer les autres par un train rapide et attend de voir venir les attaques. Murat mène toujours, mais 3 tours sont passés, c'est le dernier qui s'amorce. Et Pipin lance son sprint avec d'ailleurs pas trop de conviction, vous le voyez. Aux 350 mètres, Pipin en tête, devant un petit diable en maillot noir, l'Autrichien Segledi. Rien n'est fait, tout reste à faire. Pipin toujours. Mais Segledi bondit à 200 mètres du poteau pour prendre la tête, il l'a prise, il augmente encore la cadence, laisse l'imprudent Pipin sur place, il fonce, le stade, je vous le jure, hurle sa joie, et Segledi ne faiblit pas, il a 2 mètres, il a 3 mètres, il a déjà gagné, et se permet de ralentir imperceptiblement sur les dernières foulées pour franchir le poteau en 3 minutes 55 dixièmes, battant le Russe d'une demi-seconde, l'Allemand Mengler de 8 dixièmes. Voilà, ce fut très beau, mais le temps annoncé est quelconque. À la piscine des Tourelles, la natation n'avait guère été favorable à la France jusqu'à la finale du 100 mètres nage libre, où sur 6 hommes, nous comptons 3 Français, Camoun, Bornet et Treillet, celui-ci favori nageant au couloir numéro 3, quasi au centre du bassin par conséquent, bassin qui a 50 mètres, seule longueur désormais officielle, l'eau étant froide ici, 17 degrés. À mi-parcours, Treillet par une culbute éclair, vous l'avez vu, entame en tête les 50 derniers mètres, mais à côté de lui, sur sa gauche, l'Allemand Keller s'accroche et revient fort. Allez Treillet, allez Keller, dernier 10 mètres, dernier 5 mètres, le dernier crawl, Treillet semble conserver une main d'avance. Est-ce lui? C'est lui. La France enlève enfin sa victoire, 58,6 dixièmes pour Treillet, 7 dixièmes pour Keller, qui vont monter tous deux sur le podium de triomphateurs, avec à leur côté Camoun, français, 3e en 59 secondes. Les temps sont excellents, puisque le record du bassin est de 58 secondes juste, mais dans une eau à 20 degrés, il appartient aux Français éminentes. Quelques images du water-polo.
Ici, Japon contre Brésil. Un rude sport, voyez, nager d'un bras, shooter de l'autre. C'est un sport où les Français brillèrent avant la guerre avec Henri Padoue et les fameux enfants de Neptune de Tourcoing. Depuis lors, nous avons quelque peu abandonné ce sport et c'est dommage. Peut-être nos succès en natation pure sont la cause de cet abandon, tout relatif d'ailleurs. Le match que vous voyez sera enlevé par le Japon, mais la finale se jouera entre les Hongrois et les Yougoslaves au bénéfice de ceux-là. Dernière visite au stade pour la finale du 4 x 100 mètres par relais. La France va courir au 3e couloir. Tous les concurrents se préparent. Voyez avec quel soin cet étudiant soviétique trace ses repères. Pour la France, vous verrez dans l'ordre des relais Dufernèse remplaçant Bracchi au pied levé, Larieux, Thiam l'Africain aux lunettes et l'Antillais Caprice. Sachez que le quatuor français va pratiquer la prise du bâton témoin en position accroupie. Regardez bien, il y en a pour 40 secondes. Premier parcours, l'URSS en tête à l'extérieur, la France deuxième. Mais un effort superbe de Larieux va donner aux Français l'avantage. L'Allemagne actuellement troisième mais à 6 mètres. Thiam, notre troisième homme, conserve l'avantage et va passer pour le dernier 100 mètres à Caprice. Tandis que celui-ci donne son maximum, les Russes reviennent à l'extérieur, ainsi qu'au centre de la piste allemand Guermar qui semble dévorer tout le monde. Qui a gagné sur le fil, la France, l'Allemand? À la cellule photo, le verdict sera France, 41 secondes, 4 dixièmes. Nous allons les revoir sous plusieurs angles, tous les quatre, Dufernèse, Larieux, Thiam, Caprice, une équipe de vrais copains. Mais n'oublions pas Guermar qui leur reprit tant de terrain sur le dernier relais et qui demeurera dans notre souvenir avec Stepanov, le héros du son hauteur, le grand homme de l'athlétisme de ces Jeux. Ces Jeux où il était moins important de vaincre et de monter sur le podium que de participer. Ces Jeux que la France organisa avec infiniment de cœur pour la 4e fois. Ces Jeux furent beaux parce qu'ils portaient en eux quelques réponses à des questions. Peut-on réunir au nom du sport des jeunes hommes de tous les pays et leur faire oublier ce qui les sépare? Leur réunion, leur lutte chevaleresque, peut-elle cristalliser en sympathie? L'étudiant moderne, tout en continuant des études de plus en plus complexes, peut-il prouver dans l'exercice du sport le délassement et le bonheur de se sentir lui-même? À ces questions, ceux qui participèrent aux Jeux universitaires mondiaux 1957 répondirent oui à l'unanimité.